Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Victoire législative, bataille quotidienne, l'intégration de l'IVG dans la Constitution n'a pas effacé les obstacles. Les déserts médicaux compliquent fortement l'accès à l'avortement et vous le verrez en Gironde, certaines femmes sont forcées de traverser le département pour interrompre leur grossesse. Nous nous rendrons sur place avec ce reportage exclusif de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est un changement d'air à l'école. L'uniforme scolaire fait sa rentrée. En France, 100 écoles s'apprêtent à expérimenter la tenue commune au collège et au lycée. À Puteaux, ces établissements ont déjà commencé et les étudiants, vous le verrez, en sont ravis. Nous écouterons leurs témoignages dans un reportage de notre partenaire de 20 minutes TV. Et puis, à l'approche des Jeux paralympiques, cette initiative étudiante met à l'honneur le parasport. Plus de 30 activités adaptées aux personnes en situation de handicap étaient proposées lors de cet événement. Près de 2000 personnes y ont participé. Nous y reviendrons avec notre partenaire Wéo, la chaîne de la Voix du Nord. Et pourtant, on nous disait qu'il n'y avait plus de neige sur nos sommets. Nous irons en Savoie, où la saison de ski se poursuit. À Val Thorens, en plus de la clientèle internationale toujours très présente, les pistes attirent de nombreux skieurs français. La station atteint même un niveau de fréquentation record. Nous y reviendrons en fin de journal. L'accès à l'avortement reste un véritable combat. Malgré l'inscription de l'IVG dans la Constitution le 4 mars dernier, il est parfois compliqué de recourir à l'avortement. Certaines femmes sont obligées de parcourir leur département pour interrompre leur grossesse. Notre partenaire TV7 s'est rendu en Gironde où les déserts médicaux sont un problème persistant. Un reportage signé Océane Archambault, regardez. C'est ici, au Cassis de Bordeaux, lieu de soutien et de consultation, que les femmes voulant interrompre leur grossesse peuvent avoir recours à l'IVG. Chaque année, elles sont plus de 150 à procéder à une interruption volontaire de grossesse au sein de cette association. Si à Bordeaux, celle-ci ne rencontre aucun obstacle à l'avortement, cette gynécologue reconnaît que tous les territoires ne sont pas sur un pied d'égalité. Il faut surtout travailler sur l'accessibilité partout en France, parce que en Nouvelle-Aquitaine en particulier, par exemple, il y a des départements comme la Creuse où il y a un grand manque de centres d'IVG. Je pense que l'inscription dans la Constitution ne résout pas ce problème. Si l'inscription de l'IVG dans la Constitution, une première mondiale, est une garantie pour l'avenir, dans les faits, y accéder relève toujours du parcours du combattant, particulièrement en milieu rural, selon le planning familial de la Gironde, qui oriente et accompagne les femmes. On a par exemple dans le Médoc une clinique, l'ESPAR, elle a un service de gynécologie, mais il y a un seul gynécologue qui exerce ce droit. Il ne l'exerce que jusqu'à 10 semaines au lieu de 14, et il n'est pas là tous les jours. Et parfois, il est même absent. Donc, ça veut dire que les Médocaines sont obligées de venir sur Bordeaux avec des gros problèmes de mobilité. Depuis 2 ans, les sages-femmes peuvent aussi pratiquer l'IVG médicamenteuse au même titre que les médecins. Une autorisation élargie sous condition à l'IVG instrumentale depuis octobre 2023. Et puis c'est un autre problème de santé publique. Les fermetures de lits persistent dans nos territoires. Au Mans, le personnel des urgences est en grève depuis plus d'1 mois. Leur demande est claire, réouverture des lits et des services supprimés, création de postes supplémentaires aussi. Cette mobilisation vise à sensibiliser le public et à alerter sur une crise qui perdure. Un reportage d'Enzo Maubert de notre partenaire LMTV Sarthe sur place. C'est une chaîne humaine qui symbolise le dernier maillon de l'hôpital public. Des soignants et des médecins solidaires et pourtant acculés par la charge de travail aux urgences. C'est normalement 140 passages par jour. À l'heure actuelle, on est entre 180 et 200 passages par jour, jusqu'à des pointes à 228 passages par jour. Depuis plusieurs mois, les urgences regorgent de patients en psychiatrie que le service n'arrive plus à gérer, en plus des problématiques habituelles. Ce syndicaliste aimerait que la population prenne conscience de la gravité de la situation. Quel choix devrons-nous faire en tant que soignants ? Ce qui est grave pour demain, si on ne fait rien aujourd'hui, ça va être des pertes de chance. Des pertes de chance pour les gens qui arriveront aux urgences. Et là, visiblement, on ne pourra pas prodiguer des soins à la hauteur de la qualité à laquelle on devrait être. Et les pertes de chance, j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on sera obligé de faire des choix sur qui on passera en premier ou pas. Et que derrière, ça peut avoir des conséquences très graves.
L'hôpital du Mans reste le seul établissement de santé à accueillir des patients 24 heures sur 24 dans le département. Les syndicats ont lancé une pétition pour soutenir leur mouvement et ont invité la ministre de la Santé à les rencontrer prochainement. Un vent de changement souffle sur l'école, je vous le disais dans les titres. L'expérimentation nationale de l'uniforme à l'école est lancée. Dans ces établissements à Puteaux, les élèves doivent désormais porter l'uniforme scolaire, blouse bleue marine pour les plus petits, polo blanc et pull bleu pour les plus grands. L'objectif est de renforcer la cohésion entre les élèves. Un reportage de notre partenaire 20 Minutes TV sur place. Dans cette école située à Puteaux, la semaine débute avec une grande nouveauté. Les élèves ont enfilé l'uniforme pour la première fois, une tenue qui ravit certains enfants. Il est super cool et j'adore jouer à chat avec ça. Il est beau et je l'adore. Il y a 3 polos, il y a une veste qui est comme ça et il y a aussi 2 pulls. Au total, 3 établissements à Puteaux participent à cette expérimentation nationale. Une nouveauté qui plaît à ses parents d'élèves. Ça permet d'unifier, de rendre, entre guillemets, d'abraser tout ce qui est les différences sociales entre les différents enfants. Malheureusement, ceux qui n'ont pas de possibilité d'avoir des marques ou tout ça, voilà, maintenant ils sont au même niveau. Il n'y a pas de différence entre les enfants et je trouve que c'est vraiment bien. Justement, ils ont le sentiment d'appartenance à la même école. C'est vraiment bien. C'est très facile d'habiller ma fille, donc ça me facilite la vie le matin. Il faut vivre l'expérience, puis on verra ce que ça donne. À ce jour, Puteaux est la première ville francilienne à tester le port de l'uniforme, qui concerne 900 élèves. C'est une application qui veut révolutionner le monde de l'entraide. La société Wanted a été créée à Marseille sous l'impulsion du chef d'entreprise et président de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône, Joseph Arakel. L'objectif de cette entreprise, c'est de démocratiser et de toucher l'ensemble du territoire dans les prochains mois. Un reportage signé Rudy Dahan de notre partenaire La Provence à Marseille. Une application capable de signaler en urgence une personne dans le besoin, c'est ce que propose Wanted. Le but, mettre à disposition de tous un moyen de réagir rapidement à une urgence, qu'elle soit sociale ou vitale. L'application, en fait, vous avez 2 boutons. Un bouton de signaler et un bouton d'urgence. Oui, le bouton d'urgence va vous permettre d'avoir tous les numéros d'urgence du territoire qui sont tous centralisés. Et si vous voulez signaler d'autres choses sur toutes les catégories existantes, il y en a 16 actuellement, pris en charge par l'application. De la même manière, vous appuyez sur le bouton signaler et là vous avez un bot qui vous parle, qui vous demande si vous signalez pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Ça va nous faire gagner énormément de temps, nous permettre d'être beaucoup plus réactifs par rapport aux situations d'urgence, mais pas que les situations d'urgence, même des situations de précarité sociale, d'aide spécifique à des familles, à des enfants, à des mères isolées. On va être beaucoup plus rapide dans l'intervention et de manière plus ciblée. Ça va être chirurgical, quoi. Une application qui poursuit la quête de l'entrepreneur Joseph Arakel, dont l'objectif est de remettre au centre du débat l'entraide dans la société. On va être utile parce que des gens nous ont aidés. Peut-être que c'est pour ça qu'on reproduit ce schéma. On est dans un monde ou dans un temps où, avec un peu de bon sens, on ne peut pas être indifférent. L'État l'accompagne en étant aidant, facilitateur, bien sûr, en permettant l'interopérabilité avec l'ensemble de ses opérateurs qui agissent dans le champ de la solidarité. Et c'est toute la discussion que nous avons eue avec Joseph Arakel et à travers lui avec l'ensemble de l'association. Wanted va dans les semaines à venir se développer dans tout le département, puis sur la France entière. Les Jeux paralympiques approchent. Pour l'occasion, cette initiative étudiante qui cherche à sensibiliser le public au parasport. Plus d'une trentaine d'activités physiques adaptées aux personnes en situation de handicap. Cette année, près de 2000 participants étaient présents. Un véritable succès à quelques mois des Jeux. Un reportage de Jérôme Houbron de notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. On essaye de ne pas tirer trop fort, ça sert à rien. On fait juste une passe, le ballon il va rouler, ça va aller tout seul. Ok ? Facile en théorie, mais en pratique, jouer au football privé de la vue est loin d'être évident. En témoignent ces lycéens qui, pour la première fois, testent le C6Foot. C'est pas si simple que ça en vrai, je pensais que c'était plus simple. Si on n'entend pas la clochette, si le ballon ne bouge pas, on ne sait pas où est la balle, on ne sait pas se repérer dans l'espace. C'est justement tout l'intérêt de la 8e édition de la journée amiénoise du sport et du handicap. Permettre aux personnes valides ou non de pratiquer une activité physique adaptée. Marion est étudiante en situation de handicap, elle initie à l'handi basket.
On va surtout travailler tout ce qui est direction du fauteuil, ce qui est assez compliqué parce que on va avoir les roues plus inclinées qu'un fauteuil de ville. Donc c'est assez complet, il y a de la manipulation, il y a du shoot, donc c'est vraiment assez complet pour une petite séance d'1 minute, c'est assez cool. Année paralympique oblige, les étudiants de l'université Picardie-Jules Verne proposent plus d'une trentaine de disciplines. Pour les plus jeunes, c'est l'occasion de poser un autre regard sur le handicap. S'ils pratiquent du handicap basket en étant dits valides, ils font exactement le même sport qu'une autre personne qui est en fauteuil. Il n'y a aucune différence. C'est également pour ça qu'on accueille aussi des écoles, pour aussi sensibiliser aussi les plus jeunes, pour montrer que tout type de sport est accessible pour tout le monde. Un message porté haut et fort par Erika Sozo, médaille de bronze d'aviron aux Jeux paralympiques de Tokyo et marraine de l'événement. Il y a des disciplines qui ne sont pas représentées par exemple aux Jeux olympiques, qui sont purement paralympiques, donc que le grand public ne connaît pas. Si la question du handicap dans le sport progresse chaque année un peu plus, elle peine à se frayer un chemin auprès du grand public. À 5 mois du début des JO paralympiques de 2024, seul un tiers des billets a été vendu. Et puis les Jeux paralympiques se préparent aussi dans l'assiette. Cet été, près de 400 membres de la délégation paralympique du Brésil s'installeront dans l'Aube. Alors pour nourrir ces athlètes, des chefs français et brésiliens ont pris possession des cuisines de ce centre, vous allez le voir. En collaboration avec le savoir-faire local, le menu a été adapté pour satisfaire des sportifs venus d'un autre continent. Un reportage de notre partenaire Canal 32 sur place. Au mois d'août, environ 7500 repas vont être préparés au centre sportif de l'Aube pour la délégation paralympique du Brésil. Tout simplement pour se familiariser avec la restauration, avec l'équipe qui sera présente ici. Et effectivement, c'est aussi pouvoir apprécier les produits locaux de notre département. Le principal défi, cuisiner des produits de qualité que l'on peut retrouver en France comme au Brésil. On doit faire très attention au confort des athlètes. Ils doivent se sentir comme à la maison à travers la nourriture, reconnaître ce qu'ils mangent. En France, il y a tous les ingrédients, même parfois meilleurs qu'au Brésil. Mais par exemple, pour être sûr que les athlètes se sentent comme à la maison, il faut se fournir avec le riz qu'ils connaissent, même s'il est moins bon que le riz français. On a presque trouvé tous les ingrédients ici. On va demander aux fournisseurs portugais ce qu'on peut avoir. On envisage d'importer des produits énergétiques principalement, comme la guabada, la châtaigne, la farine de manioc, les haricots noirs. On va voir si on en trouve en France ou s'il faut les importer. Les repas sont étudiés à l'avance. Aucun apport nutritionnel est laissé de côté. Il faut compter entre 2000 et 3500 calories par athlète, tout en adaptant cet apport en fonction de la discipline sportive. Ce que je contrôle le plus, c'est le sucre. Nous avons demandé à ce que les portions soient un peu réduites pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de sucre dans les repas. Avant les Jeux, dans la dernière ligne droite, ils mangeront moins de calories pour perdre 2 à 3 kilos afin d'être plus légers pour la compétition. Entre les sportifs et l'équipe, la délégation paralympique du Brésil comptera jusqu'à 400 bouches à nourrir. Les délégations d'escalade de Chine et du Japon pour les Jeux olympiques devraient elles aussi venir pour se préparer à leur séjour dans l'Aube. Voilà, et puis pour les gourmands dans ce JT, les chocolatiers s'activent à l'approche de Pâques. Pour les producteurs, cette fête chrétienne est le deuxième pic de production après Noël. À Limoges, cette chocolaterie vieille d'un demi-siècle nous livre quelques petits secrets de fabrication à consommer avec modération. Un reportage de notre partenaire 7 à Limoges sur place. Pas de mystère entre la poule et l'œuf chez les chocolatiers. Le point de départ est un chocolat de grande qualité. On parle de chocolat de couverture qui arrive sous forme de petits lingots ou pistoles. Le couverturier, lui, va transformer les fèves de cacao, donc en les torréfiant, les broyant avec du sucre, en faisant des mariages de terroirs. Hein. Ça marche un petit peu comme le vin, c'est exactement pareil. On va chercher les meilleurs terroirs et ensuite, de leur fabrique, va sortir des pistoles de chocolat comme ceci, que nous, on appelle du chocolat de couverture. Et donc, le but du jeu pour nous, ensuite, c'est de le transformer en bonbons de chocolat. Des bonbons de chocolat tout au long de l'année et pour Pâques, des sujets de toutes sortes avec comme seule limite l'imagination de l'artisan. J'aime bien tout ce qui est compliqué en fait. Je dirais que j'ai vendu des lapins.
J'en ai plus du coup, mais j'ai vendu des lapins. Parce que c'est celui lequel, pour l'instant, que j'avais mis à la vente, qui est le plus parti. Tous les ans, on sort des décos particulières, des formes particulières, pour essayer d'apporter un petit peu de nouveauté, mais on reste aussi dans le traditionnel, œuf classique, basique, qui plaît toujours. Gardons à l'esprit que le chocolat se consomme toute l'année et que le choix compte. Demandez à votre artisan de vous parler de l'origine de son chocolat. Il sera ravi de partager ses connaissances. Et puis nous recevions ce jeudi l'actuel porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, dans notre émission politique Face au territoire, avec Ouest France, Nice Matin, France Antilles, le magazine Le Point et 20 minutes. Je vous propose d'écouter Prisca Thévenot, à la fois porte-parole du gouvernement et ministre chargé du renouveau démocratique sur TV5. Regardez. On parle justement d'un livre noir du RN qui était constitué par les marcheurs de Bruxelles. Est-ce que vous en avez eu l'occasion de le lire? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il sortira? Ou en tout cas, je sais qu'il y a des éléments de langage pour dire Jordan Bardella n'est jamais au Parlement européen, à part pour apprendre l'anglais ou faire simplement 21 propositions. Est-ce que vous savez où en est ce livre noir? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, tout est communiqué et tout est transparent. N'attendez pas, allez regarder sur les différents sites. Il n'est pas là, mais pardon, en plus, je le dis en tranquillité, il l'assume lui-même. Mais comment vous expliquez ça? Il l'assume lui-même, il dit ne pas vouloir Comment vous siéger. Expliquez qu'au fond, il est un peu plébiscité aujourd'hui? Vous avez raison. Les sondages sont ce qu'ils sont, mais quand même. C'est de la popularité, mais absolument pas de l'exemplarité. Si ce n'est absolument pas de l'exemplarité. Si c'est traduit en vote, comment vous allez faire? Et ça, chacun est libre de son vote. Chacun est libre de son vote. Le tout étant d'avoir un débat éclairé sur la campagne que nous menons. Et le débat éclairé face à quelqu'un qui assume ne pas avoir de bilan et qui assume continuer à ne pas vouloir siéger et travailler, ben voilà, je veux dire, en un moment, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont et appeler un chat un chat. Jordan Bardella n'est pas là pour défendre des idées, mais pour sauver ses indemnités. Vous le savez, les actes antisémites ont bondi depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Selon le ministère de l'Intérieur, les écoles sont maintenant particulièrement concernées. À Villepreux, dans les Yvelines, des dispositifs ont été mis en œuvre dans ce collège, vous allez le voir. Depuis le début de l'année, les professeurs ont multiplié les échanges pour sensibiliser les élèves à l'antisémitisme. Un reportage de notre partenaire sur place, TV78. Tous les remarques, les phrases fréquentes, sale juif, sale asiatique, sale chinois, etc. Il y en a tout le temps. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme est au cœur de toutes les préoccupations au collège Léon Blum à Villepreux. Et cette lutte passe notamment par le français où le poids des mots a toute son importance. Le but de la séance d'aujourd'hui, c'était qu'il relie tous ces discours, celui qui était très caricatural que j'ai montré aujourd'hui, et aussi tous les discours racistes quotidiens dont ils sont témoins tous les jours en fait. Au cours de cette séance, les élèves ont appris à identifier les discours antisémites en visionnant un extrait de film. Ils se sont ensuite essayés à un exercice d'écriture sous le regard attentif du maire de la commune. Il y a eu des échanges, il y a eu de l'interaction. Je pense que ça leur a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui est un moment évidemment important de notre histoire, aussi dramatique puisse-t-il être. Depuis le début de l'année, les professeurs ont aussi organisé plusieurs sorties de sensibilisation. Les élèves se sont rendus au mémorial de la Shoah à Paris et à Drancy. Ça a été un moment fort pour eux de prise de conscience d'une réalité historique qu'ils connaissaient par les livres, et là qu'ils ont connu avec leurs pieds, avec leur corps. Je ne pensais pas que c'était vraiment possible de faire des choses aussi inhumaines aux gens. Le travail de sensibilisation continue dans le collège Léon Blum. En mai, les élèves iront dans la ville de Natzwiller pour visiter le camp de concentration Struthof. Elle fut déportée à Auschwitz alors qu'elle n'avait que 17 ans. L'histoire de la résistante Lisette Morue a refait surface récemment grâce aux investigations d'une journaliste. Une bande dessinée raconte aujourd'hui l'histoire de cette jeune fille. À Port-Louis, dans sa ville natale en Bretagne, une rue portant son nom vient d'être inaugurée. Un reportage signé Karine Chevrolier pour notre partenaire TBO et notre partenaire TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme en Bretagne. Sur le champ des partisans, la ville de Port-Louis rend hommage à son enfant. Lisette Morue a seulement 17 ans quand elle est déportée à Auschwitz, début 1943. Elle y décède quelques mois plus tard. Elle a marqué l'histoire de notre commune alors qu'elle avait que 17 ans, en osant se lever face à l'occupant pour participer à son jeune âge à des actes de résistance.
La jeune Port-Louisienne et son compagnon Louis Séché ont été dénoncés par 2 habitantes, jugées à la sortie de la guerre. Un sujet longtemps resté tabou dans la ville, dont une rue porte désormais le nom de la jeune fille. J'ai l'impression de retrouver ma famille, parce que je n'ai plus personne, en dehors des petits cousins éloignés. Et je pense beaucoup à mes parents aujourd'hui, parce mon papa a beaucoup souffert de ça. Cette histoire a refait surface grâce aux investigations de Stéphanie Trouillard. La journaliste travaille depuis plusieurs années sur la résistance dans le Morbihan. Un jour, elle découvre la photo de Lisette Moru, prise à son arrivée à Auschwitz. Je me suis demandé comment une jeune fille, une Morbihanaise, s'était retrouvée dans ce camp et ce centre d'extermination. Et puis j'ai été intriguée par son sourire sur cette photo. Et en découvrant sa personnalité, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était une jeune fille avec un petit côté un peu bravache. Et je pense que quand elle est rentrée dans ce camp, elle a voulu aussi montrer qu'on ne lui enlevait pas sa part d'humanité et qu'elle continuait de résister à sa façon. La première fois que mon père a reçu cette photo, il s'est effondré. Puis en fait, quand il a regardé, il a dit mais c'est vraiment elle. Elle était toujours en train de plaisanter, toujours en train de rire. Il m'a dit c'était la vie. L'histoire de Lisette, résistante bretonne, et de son compagnon Louis est aujourd'hui racontée dans une BD par Stéphanie Trouillard et l'illustrateur Renan Coquin. Un format choisi par la journaliste pour mieux toucher les jeunes générations. Dans ce journal, nous nous rendons en Savoie maintenant, où la saison de ski se poursuit. Si les destinations locales attirent majoritairement une clientèle venue de l'étranger, cette année, les skieurs sont bien français et très présents. À Val Thorens, ils permettent d'atteindre un niveau de fréquentation absolument record. Emmanuel Jaude s'est rendu sur place pour notre partenaire 8 Mont-Blanc. Regardez. Au pied des pistes savoyardes, si les vacances scolaires sont terminées depuis plusieurs semaines déjà, la ferveur ne semble pas retomber pour autant. Bien au contraire, ici, plus de 70% de la clientèle est étrangère. Avec cette semaine encore un taux de remplissage des lits touristiques supérieur à 92%, cette saison s'annonce déjà exceptionnelle. Un succès renforcé cette année par un public local habituellement disséminé dans les autres domaines skiables du territoire. On a été très peu impacté par les chutes d'eau qui sont transformées en neige ici. Et donc on a eu beaucoup de reports de clients qui sont venus à la journée. C'était un peu une nouveauté de gens qui montaient directement à Val Thorens pour skier à la journée. Mais on a aussi l'attractivité aujourd'hui qui est indéniable via Aurel et via la Cime Caron derrière, puisqu'on a une télécabine qui est un véritable ascenseur valéen qui fait qu'on a beaucoup de skieurs qui viennent de chez nous. Un accès facilité combiné à une neige de qualité ont donc permis aux socioprofessionnels de la station de bénéficier d'un hiver proche des records de fréquentation. Une tendance qui s'est ressentie dans tous les secteurs d'activité. On a eu quand même beaucoup de gens donc en locaux, les week-ends qui venaient et c'est vrai que c'est de plus en plus agréable. On est très content de ce nouveau phénomène. Ouais. Historiquement positionné vers une clientèle non francophone, Val Thorens doit donc aujourd'hui s'adapter. Une évolution déjà partie prenante de l'ADN de la station depuis plusieurs années et donc renforcée depuis quelques saisons pour séduire le plus large panel de public possible dont les demandes sont bien souvent bien loin du monde de la glisse. On va adapter nos services différemment, on va aller chercher une clientèle à laquelle on va pouvoir répondre présent sur des besoins alimentaires particuliers par exemple, sur également des services personnalisés en chambre. On va aller aussi pouvoir aller proposer des activités communes, collectives. On va se diversifier et donc s'adapter. Une capacité d'adaptation qui a notamment permis à Val Thorens de remporter cette année encore le trophée tant convoité de meilleure station de ski au monde. Un titre qui lui a déjà été décerné 8 fois sur les 11 dernières années. Et puis restons en montagne avec ces deux frères qui se sont lancés un défi. Ensemble, ils ont voulu traverser la Norvège et à pied et sans GPS. Et pour se guider, ces natifs de Chagnon dans la Loire ont utilisé uniquement des cartes d'orientation. C'est une première mondiale. S'ils ont l'habitude de participer à des courses d'orientation, cette fois, le périple dure une centaine de jours dans des conditions parfois très difficiles. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux au micro de notre partenaire TL7 dans la Loire. On est passé par tellement d'épreuves que ça nous a rapprochés énormément. C'est sûr qu'avec Fleury, pendant un mois après l'aventure, on ne s'est pas du tout parlé parce qu'on avait besoin de couper. Mais au final, maintenant, on se comprend et on se connaît mieux que personne, quoi.
Voilà, et puis pour finir ce journal, nous partons en Haute-Garonne où 100 collégiens ont eu l'opportunité d'assister à un entraînement du Toulouse Football Club. Une expérience enrichissante et l'occasion pour eux de rencontrer leurs idoles et de repartir à l'école des étoiles plein les yeux. Un reportage signé Léa Afonso de notre partenaire Via Occitanie sur place. Voir les joueurs du TFC, c'était leur rêve. Aujourd'hui, ces 100 collégiens toulousains l'ont accompli. Pendant près de 3 heures, ils ont pu partager un moment avec leurs idoles, visiter le stadium et assister à un entraînement de l'équipe. Tous sont émerveillés. Ça m'impressionne énormément parce que tous ces joueurs qui courent un peu partout et qui ont une telle maîtrise de la balle, comparé à moi, je me dis, bon, en fait, je vais me sentir nulle là au bout d'un moment parce qu'ils ont une super maîtrise, ils jouent comme si c'était un jeu d'enfant, quoi. Une rencontre organisée par le conseil départemental de la Haute-Garonne pour promouvoir le sport. Les entraînements avec le TFC sont, je dirais, un exemple de lien entre le sport professionnel et le sport amateur pour convaincre nos jeunes de pratiquer une activité physique et sportive tout au long de la journée, tout au long de leur vie, parce que 30 minutes par jour, c'est un minimum face à la sédentarité, face aux écrans. Il faut inciter nos jeunes à pratiquer une activité physique. Encourager au sport, c'est un pari qui semble gagner pour le département. Certains jeunes se voient déjà à la place de leurs idoles et fouler le terrain. Mais moi, je me vois en train de jouer aussi un grand joueur. Je veux être un grand joueur dans ma vie. Mon rêve, c'est aller jouer avec des vraies grandes équipes. Même si TFC aussi, c'est une vraie équipe. La rencontre s'est terminée par une séance de dédicace avec les joueurs. Les jeunes repartent avec des étoiles plein les yeux et des rêves de football plein la tête. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.